Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire du MFQM consacré à la CSRD, un enjeu très important en ce moment pour toutes les organisations. Pour faire une rapide présentation du MFQM, donc on est un réseau d'entreprises d'environ 200 organisations adhérentes dans tous les pays de la Loire. On traite 4 thématiques que sont l'amélioration continue et la qualité dans les entreprises, les richesses humaines ou encore le management d'équipe, sans oublier une des thématiques phares, la RSE et la gouvernance. Voilà, donc on a encore quelques belles rencontres jusqu'à la fin de l'année. Donc je vous partagerai dans les commentaires le programme pour les mois suivants. Et puis je vais vous laisser dans les mains d'Alexandra Fleury du cabinet Virtuel pour ce webinaire. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors, comme a introduit Anaïs, l'idée d'aujourd'hui, ça va être de parler de la CSRD, et pas seulement la CSRD pour les organisations qui sont soumises à la réglementation, même si on va quand même le faire, mais aussi pour étudier finalement quel sera l'impact de cette réglementation pour l'ensemble des entreprises et leur stratégie RSE. Du coup, je vais en profiter pour faire une petite introduction de qui est Virtuel. On a un cabinet de conseil nantais qui travaille depuis plus de 16 ans sur les sujets liés à la RSE. On est très attaché à notre territoire et on fait la plupart de nos accompagnements sur ce territoire avec plusieurs grands piliers qui sont à la fois la gouvernance et les stratégies de durabilité, stratégies RSE dans leur ensemble, mais aussi une expertise sur les stratégies bas carbone et les transitions vers des mondes décarbonés. Alors, en introduction, l'idée, vous allez voir, de ce webinaire, ça va être qu'il soit interactif. Et donc, je vais compter sur Anaïs pour pouvoir vous envoyer des questions en live Oui. auxquelles vous pourrez répondre. L'idée, c'est vraiment de se dire que vous êtes dans un réseau et que potentiellement, vous pouvez partager des problématiques avec d'autres participants ou des sujets, votre niveau d'avancement. L'idée, ça restera évidemment entre nous, les réponses sont anonymes. C'est juste un peu de savoir finalement comment la salle se situe par rapport à ce qu'on se dit. Et puis pour vous, la possibilité d'identifier des gens qui pourraient partager vos sujets à l'intérieur du réseau. Donc pour s'échauffer et pour voir si ça marche, je vais laisser du coup Anaïs envoyer les 2 premières questions. Hop, j'envoie la première. Et la deuxième. Ah oui, donc il faut répondre dans la conversation, c'est ça? Ou on peut répondre en live? Parce que si tu envoies les 2 d'un coup, je crois que... Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Pas de réponse. Je pense que c'est OK, les gens Bonjour. répondent. Moi, je Bonjour. ne vois rien du tout en question. Dans la partie conversation, peut-être. Je viens de l'ouvrir et il n'y a absolument aucun message. Moi, c'est bon, j'ai un truc dans conversation. Il y a une première question. Ah, ça y est. OK, ça marche. Donc forcément, il faut qu'il y ait des petits problèmes techniques, sinon c'est beaucoup moins drôle. Mais je pense, Agnès, si tu les envoies une par une, tu sais, elles s'affichent sur l'écran. Du coup, c'est peut-être plus simple. Je fais une par une? OK. Pour les prochaines. Mais là, on avait Ouais, dit ouais. qu'on s'échauffait, donc c'est bon. Alors, hop, je peux aussi afficher les résultats si tout le monde a bien répondu. Je suis pas sûre que c'était les questions qui étaient prévues. Mais vas-y, affiche les résultats, on verra. Hop, tac, tac. Je redescends. Afficher les résultats.
Tac. Alors, si on regarde rapidement sur la première question, c'était sur le niveau de connaissance de la CSRD. L'idée, c'est aussi pour moi de voir jusqu'où je vais dans les explications. Donc, on voit que tout le monde sait que c'est une obligation de reporting et ça, c'est très, très bien de se dire que le sujet du jour, c'est de voir finalement quelles sont ses conséquences au-delà du reporting et comment on peut le déployer concrètement en interne. Après, sur la deuxième question, alors, elle n'était pas censée arriver tout de suite, donc on regardera la réponse plus tard. C'est pas grave. Quoi, celle-ci? Du coup, pour revenir sur finalement remettre un peu de contexte de la CSRD, l'idée c'est que c'est une réglementation qui vient dans un cadre plus global qui a été voté à l'échelle européenne, qui s'appelle le Green Deal, dont on entend souvent parler de petit bout par petit bout, mais l'idée c'était peut-être de vous repartager quel était l'objectif de ce grand plan européen, qui était de devenir le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Et pour ça, ils sont appuyés sur 3 piliers que sont à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'idée, c'est de réduire de 90% les émissions de l'Europe d'ici 2050 par rapport à 1990, de stocker le carbone résiduel. Donc, sur les 10% qu'on ne pourra pas réduire, c'est de s'assurer qu'on va avoir des solutions pour le stocker, pour faire ce qu'on appelle la neutralité carbone. Et puis, le troisième pilier, qui est un pilier qui s'appuie sur plusieurs législations dont le but est de dissocier la croissance de la consommation de ressources en orientant les capitaux vers des activités compatibles avec la transition verte, parce que l'Europe a fait le constat que finalement, il y aura évidemment des capitaux publics qui vont permettre d'influencer les pratiques, mais ils ne seront pas suffisants. Donc, ils ont publié 4 réglementations qui vont inciter les financements privés à aller vers ces activités qu'ils considèrent comme vertes. Donc, on a la taxonomie européenne ou taxonomie verte qui vient définir ce que c'est une activité qui va être compatible avec la transition européenne vers la neutralité carbone en 2050. La SFRD qui s'applique aux financeurs et dont on reparlera tout à l'heure. La CSRD, qui est l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui, et la CS3D, qui est une réglementation qui est équivalente au devoir de vigilance à l'échelle française, donc qui va inciter finalement les entreprises à aller vérifier sur leur chaîne de valeur que les droits fondamentaux, les droits humains et l'environnement sont respectés. Donc finalement, la CSRD, ça veut dire Corporate Sustainability Reporting Directive, donc c'est concrètement, c'est le reporting RSE, qui s'appelle finalement plutôt rapport de durabilité en français et qui vient décrire les obligations de publication d'informations au même titre que les informations financières, mais extra-financières pour l'ensemble des entreprises qui opèrent en Europe. Et ça, c'est assez important. C'est une réglementation qui ne s'applique pas qu'aux entreprises européennes, mais à toutes les entreprises qui finalement ont une activité sur le continent. Donc l'idée, ça va être de demander aux entreprises de reporter sur tous les sujets, enfin pas sur tous les sujets justement qui sont affichés ici, mais de reporter sur des sujets qui sont montrés sur la slide, donc des sujets qui finalement sont des sujets qu'on retrouve de façon assez classique dans la RSE, avec 3 piliers que sont l'environnement, le social et le sociétal, et la gouvernance et l'éthique, qu'on peut voir souvent dans les stratégies RSE avec des thématiques comme le changement climatique, la pollution, l'impact sur les ressources en eau et les ressources marines, la biodiversité, les écosystèmes ou la consommation de matière et l'économie circulaire. Sur le pilier social et sociétal, on va retrouver à la fois les sujets plutôt RH, avec donc les travailleurs de l'entreprise, c'est l'ensemble des données sociales pour tous les salariés de l'entreprise. On retrouve un focus sur les travailleurs de la chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur, c'est l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans l'activité de l'entreprise, que ce soit en amont, donc les fournisseurs, mais aussi en aval, donc à la fois les clients, les sous-traitants et les utilisateurs des produits. Les communautés touchées, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle aussi les riverains, finalement, qui sont impactés par l'activité de l'entreprise ou de sa chaîne de valeur, et les consommateurs et utilisateurs finaux, donc ceux qui vont utiliser les produits ou les services de l'entreprise.
Et enfin, une partie sur la conduite des affaires. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'on ne demande pas à l'ensemble des entreprises de reporter sur l'ensemble des sujets, mais on va demander à l'entreprise, dans un premier temps, de prioriser les sujets qui sont importants pour elle et donc de se concentrer sur la publication d'informations sur les sujets qui font sens au regard de son activité. Sur le qui et le quand, finalement, moi, je vous renverrai, si vous en avez le besoin, vers un portail du gouvernement, hein, dont vous avez l'adresse sur le slide, qui permet, grâce à votre numéro de sirène, finalement, de savoir l'ensemble des obligations RSE qui s'appliquent à vous, qui vont au-delà de la CSRD, hein. Vous allez retrouver une partie rapport de durabilité si vous y êtes soumis. Mais l'idée, en gros, hein, pour résumer, en 2025, sur les données 2024, c'est toutes les entreprises qui étaient déjà soumises à la DPEF, donc à une obligation de reporting extra-financier. L'année prochaine, en 2026, sur les données 2025, c'est là où on va avoir un vrai élargissement. Pourquoi? Parce que quand les entreprises soumises à la DPEF devaient avoir 500 salariés et 25 millions de bilan ou 50 millions de chiffre d'affaires, aujourd'hui, il faut répondre à 2 des 3 seuils suivants, que sont 250 salariés, 25 millions d'euros de bilan ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, finalement, ça va amener à multiplier par 5 le nombre d'entreprises qui vont y être soumises. Et comme je vous disais, finalement, on va retrouver ensuite les PME qui opèrent dans l'UE, qu'elles soient cotées ou non. Et puis, enfin, en dernier, les entreprises qui opèrent en Europe sans forcément avoir leur siège social qui y est. Et pour finir sur ce petit résumé, finalement, de l'introduction théorique de ce qu'est la CSRD, hein, si on devait retenir quelque chose par rapport à l'obligation qui existait déjà, parce que l'obligation de reporting sur des données extra-financières pour les entreprises n'est pas quelque chose qui arrive avec cette réglementation. La nouveauté, c'est surtout le nombre d'entreprises qui vont y être soumises. On estime à 50 000 entreprises en Europe qui vont y être soumises à terme et qui vont être amenées à reporter sur des données qui sont cadrées par la réglementation, des indicateurs qui vont tendre à être uniformisés à travers des référentiels sectoriels qui vont sortir petit à petit. Comme pour la DPEF, on va demander de reporter sur des enjeux qui sont pertinents par rapport à l'activité de l'entreprise. Mais la nouveauté introduite par la CSRD, c'est ce qu'on appelle la double matérialité. On va en reparler plus tard dans ce webinaire, mais l'idée, ça va être de regarder finalement si le sujet est pertinent au regard de l'impact que ça a pour l'entreprise, mais aussi de l'impact que l'entreprise a sur cet enjeu-là. L'autre grosse nouveauté, c'est que quand, dans les exercices de reporting précédents, on se concentrait sur ce qui s'était passé dans le passé, et donc on reportait sur l'exercice précédent, la CSRD va amener les entreprises à se projeter et à présenter des trajectoires, de dire, voilà, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, je veux en être là, et je vais mettre ces moyens en place, et ensuite de reporter tous les ans sur cette avancée par rapport aux feuilles de route qu'elles auront publiées. Et le format de publication va changer, hein, parce qu'il va être imposé et double, c'est-à-dire qu'il va devoir être accessible à tous dans un format, hein, souvent publié sur le site internet, mais aussi dans un format spécial qui s'appelle XHTML ou XBRL, qui est le même format que les publications de données financières, qui vont finalement permettre, en le publiant sur des bases de données européennes, de pouvoir aller ensuite exploiter les données par le big data et de pouvoir potentiellement comparer les entreprises ensemble, hein. C'est là étant tout l'objectif de la réglementation. Le point commun qu'on va retrouver par rapport à la DPEF et les anciennes obligations, c'est le fait que ce rapport et les indicateurs qui sont publiés devront forcément être audités. Alors dans un premier temps en assurance limitée, hein, c'est-à-dire que c'est un niveau d'assurance qui est un peu inférieur au niveau d'assurance qui est émis par les CAC sur les éléments financiers, mais qui va potentiellement tendre vers ce même niveau dans les années à venir. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que par rapport à tous ces éléments, on entend souvent parler d'une liste sans fin de données. On parle en général de plus de 1000 indicateurs qui sont à publier.
Là, l'idée, c'est encore de se dire que ce qui est très important finalement dans cette démarche, c'est pas de tout publier, mais de publier ce qui est pertinent et grâce à l'analyse de double matérialité, finalement, de filtrer en fonction des différents indicateurs. Et il faut savoir que dans ces plus de 1000 indicateurs à publier, la plupart sont ce qu'on appelle des indicateurs qualitatifs. Donc, c'est des indicateurs qui visent à décrire des politiques ou des actions. Donc, finalement, on ne va pas se retrouver avec 1000 indicateurs, mais plutôt 1000 points de données qui seront à étudier, à filtrer avant de se lancer dans l'exercice de reporting. Donc du coup, je vais profiter du fait qu'on a déjà la réponse à la question qui allait être posée finalement à ce moment-là sur les conséquences du Green Deal pour les entreprises. On se rend compte que le Green Deal n'était pas forcément connu. Et l'idée, c'est que les conséquences pour les entreprises, et dans la prochaine session, on va se poser la question finalement de en quoi cette réglementation va impacter les entreprises qui n'y sont pas soumises. Parce qu'on va finalement avoir quand même un impact important. Le premier, ça va être le fait que cette nouvelle réglementation va s'appliquer à plus de 50 000 entreprises et donc va devenir clairement un cadre de référence. Dans la RSE, jusqu'à présent, c'était la norme ISO 26000 qui faisait foi, puisque c'était la seule référence internationale et connue de tous qui aborder les sujets de la RSE. Là, la CSRD, même si c'est une norme européenne, il faut savoir qu'il y a des discussions et des correspondances qui sont établies avec son pendant américain qui est publié par les références IFRS. Et du coup, finalement, ça va vraiment, en tout cas pour les entreprises qui opèrent en Europe, devenir une référence. Et il faut savoir que, par exemple, même la Chine a décidé d'aligner ses standards de reporting sur ceux de l'Europe, parce que forcément, l'idée, quand on sait qu'ils font partie de la chaîne de valeur des entreprises européennes, c'est potentiellement d'être capable de fournir les données dont les entreprises vont avoir besoin pour publier leurs rapports. Et l'impact que ça va avoir pour les stratégies RSE, nous, ce qu'on peut identifier jusqu'à présent, c'est de se dire que les entreprises avaient l'habitude de prioriser leurs enjeux RSE sur la base d'une matrice de simple matérialité. Et là, le référentiel va changer et forcément, on va peut-être amener les entreprises qui ne sont pas soumises à la CSRD à re-questionner la priorisation de leurs enjeux au regard de la double matérialité qui va devenir le nouveau référentiel pour ses fournisseurs et pour ses clients. Et puis, comme je le disais en introduction, finalement, jusqu'à présent, les rapports RSE se concentraient très souvent sur le passé et on jugeait la stratégie RSE des entreprises sur la base de ce qu'elles avaient réalisé. Avec la CSRD et le fait que de plus en plus d'entreprises vont finalement être amenées à projeter en trajectoire, à se donner des objectifs et à expliquer les moyens qu'elles vont utiliser pour atteindre ces objectifs, ça risque de devenir une référence et un niveau de crédibilité supplémentaire si l'entreprise est capable de se projeter à 2030, à 2050 sur les sujets qui sont les plus importants pour elle et principalement le climat. Et puis, quand vous publiez potentiellement des reporting RSE de façon volontaire, forcément, l'idée, ça va peut-être être d'aligner votre vocabulaire sur le vocabulaire qui va être utilisé par les entreprises qui sont soumises à la CSRD pour qu'elles puissent s'y reconnaître. Les indicateurs qui vont être utilisés dans le cadre de la CSRD risquent de devenir des indicateurs de référence sur les thématiques, même pour les entreprises qui ne sont pas soumises. Et puis, il va être de plus en plus attendu forcément qu'en plus de reporter sur vos avancées, vous puissiez publier des objectifs et à quel pourcentage d'atteinte vous allez y être. L'autre façon dont la CSRD va potentiellement influencer les entreprises, c'est sur des indicateurs de référence. Il faut savoir que l'EFRAG, qui est l'organisme européen qui est missionné pour traduire la loi en vocabulaire à peu près compréhensible par les différentes entreprises, a décidé de publier un guide qui s'adresse uniquement aux entreprises qui ne sont pas soumises et qui veulent faire des publications volontaires. Et dans ce guide, finalement, on va retrouver des indicateurs qui vont être les indicateurs que vont demander les entreprises soumises à la CSRD aux acteurs de leur chaîne de valeur.
Donc, c'est des indicateurs qui vont être communs et qui risquent de devenir des basiques finalement dans les demandes qui vont vous être faites par vos parties prenantes. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas aller regarder dans ce référentiel quels sont les indicateurs qui vont faire référence pour les intégrer dans le suivi de votre stratégie RSE et anticiper les demandes que vous pourriez avoir. Et il a classé ces indicateurs, finalement, les FRAG, en plusieurs catégories. Donc, on va retrouver 5 catégories d'indicateurs qualitatifs qui vont être le modèle d'affaires et les parties prenantes clés, les enjeux de durabilité matérielle au regard de la double matérialité et la responsabilité de la gouvernance dans la prise en compte de ces enjeux de durabilité. Et puis, donc ça, c'est plus des politiques, des actions, du narratif qui va être publié. Et puis, on va retrouver 2 sets d'indicateurs. Donc, les indicateurs, ce qu'ils appellent basics, je vous en ai mis uniquement quelques exemples, hein, mais ça va être de se dire, voilà, une entreprise qui veut publier de façon volontaire peut aller sélectionner parmi les catégories d'indicateurs ceux qui concernent les enjeux qui sont matériels pour elle, donc prioritaires. Et puis, une dizaine d'indicateurs qu'ils ont appelés business partners. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs qui vont surtout être demandés par les financiers qui sont soumis à la SFRD et donc une obligation de transparence sur la performance verte de leur placement et qui vont être potentiellement aussi demandés par les donneurs d'ordre qui vont être en relation avec les entreprises. Donc, ces indicateurs, ils vont peut-être plus relever de la gestion du risque financier, mais ils peuvent aussi être intéressants pour le pilotage interne dans l'entreprise. Et puis, ça fait un moment que je vous parle de chaîne de valeur et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez important dans la CSRD, c'est de se dire que même si vous n'êtes pas soumis, vous pourriez être impacté par ruissellement parce que vous faites partie de la chaîne de valeur d'entreprises qui sont soumises à la CSRD. Et on rappelle qu'il y en a quand même 50 000, donc la probabilité peut être importante. Et il faut quand même relativiser ça en se disant que les entreprises, elles vont devoir prioriser finalement à qui elles vont demander ces informations. Et si vous êtes un fournisseur de rang 5 d'une entreprise et que vous n'êtes pas forcément une grosse part de leur volume d'achat, ils risquent de vous demander ces informations plus tard. Mais par contre, si vous êtes un fournisseur stratégique d'un acteur soumis à la CSRD, potentiellement, il va pouvoir vous demander des informations parce que lui doit les publier sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et alors là-dessus, il faut quand même se rassurer. L'idée, c'est qu'il n'a pas l'obligation de publier les données sur l'ensemble de sa chaîne de valeur pour tous les indicateurs, mais principalement pour l'empreinte carbone, son empreinte carbone de l'ensemble de l'activité. Et un des gros changements qui va être amené par la CSRD, c'est que jusqu'à présent, en France, l'obligation de bilan carbone était sur la base de l'activité de l'entreprise. Et de plus en plus, on va plutôt demander aux entreprises de parler de leur bilan carbone produit. Parce qu'en fait, l'entreprise soumise à la CSRD va devoir sommer l'ensemble des empreintes carbone de tous les acteurs de sa chaîne de valeur pour pouvoir publier l'empreinte carbone de son activité. Et donc pour ça, elle risque de demander à ses fournisseurs l'empreinte carbone de leurs produits pour pouvoir les accumuler et publier son empreinte carbone globale. L'autre sujet sur lequel elle va être amenée à questionner les acteurs de sa chaîne de valeur, c'est ce qu'on appelle les plans de vigilance ou due diligence. Donc en fait, on parlait en introduction de la CS3D qui était comment on met un plan de vigilance sur les sujets du respect des droits de l'homme de la chaîne de valeur. Donc elles vont être amenées à questionner leurs fournisseurs principalement et aussi leurs distributeurs dessus. Mais on retrouve la même logique sur les obligations liées à la corruption, par exemple. Et donc, de plus en plus, on va vous demander qu'est-ce que vous faites, vous, acteurs de la chaîne de valeur, pour garantir que vous respectez par cascading les obligations des entreprises soumises. Et puis, potentiellement, sur certains sujets, vous pourriez être embarqué dans les actions d'amélioration. Là, encore une fois, plutôt pour les acteurs qui sont très stratégiques, que ce soit les fournisseurs, les distributeurs ou les clients.
L'idée étant de plutôt réfléchir à l'échelle de la chaîne de valeur et de l'activité que du simple périmètre de l'entreprise. Une autre façon d'être impacté indirectement par, en tout cas, le Green Deal en général, hein, c'est si vous êtes dépendant de financeurs externes. On entend par financeurs externes à la fois les banques, les investisseurs, mais aussi il s'avère que la plupart des organismes hein, comme BPI, par exemple, vont emprunter de l'argent et donc vont être soumis aux mêmes critères, enfin, en devoir de reporting sur les critères de la SFRD. Et donc, finalement, ces financeurs, ils vont vous demander des informations pour être capable de dire si j'ai investi dans cette entreprise, dans quelle mesure elle est compatible à la transition et comment ça vient nourrir mon reporting sur la performance verte des investissements que je peux réaliser. Et puis, dans les domaines où l'assurance est critique, alors il y a plein de différentes raisons hein, pour ça, mais que ce soit par exemple dans la construction, la promotion immobilière, pour tout ce qui est bâtiment sur les garanties décennales, il s'avère que les assureurs ont une grosse prise de conscience, que ce soit à cause des événements climatiques récents ou des futures obligations de publication, de l'intégration des risques climatiques principalement, mais aussi des risques biodiversité, etc., dans la pérennité des entreprises qui vont soit devoir rembourser en cas de problème, soit devoir financer à long terme. Et donc, on se rend compte que ça devient de plus en plus des questions qui apparaissent, hein, par exemple, sur la valeur de vos actifs ou de votre patrimoine qui est exposé aux risques climatiques. Et puis enfin, le troisième levier finalement qui va faire que vous pourriez être impacté, qui est plus du soft power, mais qui reste quand même important, c'est que on va se rendre, les parties prenantes, on entend par là potentiellement les candidats, vos clients, si vous êtes en B2C, vont être dans la capacité de trouver de plus en plus de données sur l'entreprise et finalement, on va se rendre compte on va potentiellement avoir un doute sur les entreprises qui ne sont pas en mesure de les publier, même si ce n'est pas forcément justifié. Et on va être habitué à trouver plein d'informations sur ces sujets-là. Donc, ça peut devenir un attendu, par exemple, de vos clients ou de vos candidats, d'avoir un rapport RSE ou de publier certaines données. Principalement sur le changement climatique, par exemple, les jeunes générations, ils sont très sensibles. Et puis aussi, si vous êtes labellisé, si vous avez des notations ESG, hein, donc c'est des notations extra-financières à destination des marchés financiers ou des financeurs externes, ou des notations fournisseurs, hein, on peut entendre EcoVadis par exemple, tous ces référentiels sont en train finalement de mettre à jour leurs notations en fonction de ces nouvelles références dont on est en train de parler et qui sont amenées par l'ensemble du Green Deal. Donc finalement, on se rend compte hein, qu'il va y avoir pas mal de changements. Et donc la question 3, c'est la question qu'on a vue tout à l'heure sur est-ce que vous aviez conscience de toutes les conséquences que le Green Deal allait avoir. Alors je ne sais pas si on la repose maintenant qu'on a dit tout ça, mais avant, il semblait que pas forcément, donc je ne pense pas que c'est changé depuis. Peut-être là, on va passer dans une partie un peu plus opérationnelle sur comment on fait en sorte d'avoir un rapport de durabilité et puis on va réfléchir ensuite sur, pour les entreprises qui ne sont pas soumises, quelles étapes elles pourraient prendre pour leur pilotage interne. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie ou si on peut directement passer aux prochaines slides. N'hésitez pas à les poser dans le chat si jamais vous souhaitez qu'on aborde un point avant de passer aux éléments suivants. C'est bon pour vous? On va dire que c'est bon. Oui, ça semble. Donc du coup, là, on va passer sur une partie un peu plus concrète, hein. C'est vrai que nous, chez Virtuel, on accompagne plusieurs clients sur ces sujets-là et on commence à avoir un petit retour d'expérience sur quelles sont les étapes à mettre en place. Et vous allez voir que même si en définition simple et rapide au début, je vous ai dit que c'était une obligation de reporting, avant d'arriver à l'étape reporting, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à faire en amont. Et c'est ça qui va potentiellement aussi intéresser les entreprises qui n'y sont pas soumises. Alors, la première étape, qui est une étape qu'on oublie souvent, mais qui est quand même très importante au regard de la réglementation, c'est ce qu'on appelle l'analyse du contexte.
Donc, comme je vous ai dit, on raisonne à l'échelle de la chaîne de valeur dans les projets de reporting CSRD. Et donc, finalement, l'analyse du contexte va vous aider, enfin, va vous amener à définir votre modèle d'affaires. Vous allez voir, il y a un exemple juste après, à cartographier vos parties prenantes et identifier comment vous dialoguez avec elles. Et puis aussi, à voir quels sont les impacts de votre activité sur vos différentes parties prenantes, quels sont les enjeux de durabilité de ces parties prenantes et leurs attentes, parce que vous allez être amené à identifier des risques et des opportunités. Et aider une partie prenante à répondre à un enjeu de durabilité ou ne pas répondre à une attente de partie prenante peut être un risque ou une opportunité. Donc c'est un sujet finalement que nous, on anticipait potentiellement comme quelque chose d'assez facile et rapide parce que voilà, c'est finalement décrire l'activité de l'entreprise. Mais on se rend compte que ça amène à se poser des questions qui font que potentiellement, il va y avoir plusieurs itérations sur la définition de ce qu'on appelle le modèle d'affaires. Donc là, je vous montre, hein, ici, c'est pas tout à fait un modèle d'affaires. On va retrouver la chaîne de valeur. Donc ça, c'est vraiment ce qui est nécessaire pour la CSRD. Donc ça va être de se dire quels sont les différents acteurs qui vont intervenir dans votre activité de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie des produits, leur recyclage ou leur mise en déchet. Et donc, ça va être de se dire quels sont les acteurs qui en font partie. Dans le modèle d'affaires, on va aussi aller chercher d'autres sujets qui sont liés au contexte. Donc, est-ce que vous avez besoin d'autorisation pour pouvoir effectuer votre activité, d'assurance? Est-ce que vous avez des dépendances? Est-ce que ces dépendances, elles s'appliquent à des parties prenantes, à des matières? Donc, l'idée, ça va vraiment être d'aller voir tout ce dont vous avez besoin pour effectuer votre activité et potentiellement, qu'est-ce qui pourrait la faire, enfin, les opportunités qui pourraient la développer ou la mettre en risque. Donc, l'idée, c'est vraiment de se projeter à long terme. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un rapport de durabilité, hein. C'est de se poser les questions pour faire en sorte que votre activité dure face aux évolutions qui vont forcément avoir lieu avec les enjeux de durabilité. La deuxième étape, ça va être de faire ce qu'on appelle l'analyse de double matérialité, donc de définir parmi la liste des enjeux que je vous ai montré là, en fonction des 3 piliers, lesquels sont matériels, donc lesquels sont prioritaires pour vous. Il y a une étape qui est très importante et qui est définie par la CSRD. Pour définir si un enjeu est matériel, il faut commencer par identifier les impacts de l'activité par rapport à cet enjeu. Donc concrètement, quelle est la contribution de votre activité, donc de votre entreprise, mais aussi de sa chaîne de valeur, de vos fournisseurs et de vos clients quand ils utilisent vos produits ou services sur le changement climatique, par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre. Et aussi les risques et opportunités qui sont liés à ça. Donc, en quoi, par exemple, je reprends l'exemple du changement climatique, votre activité est soumise aux risques qui sont liés aux événements climatiques extrêmes ou quelles opportunités pourraient être amenées par ces enjeux de réponse au changement climatique pour votre activité. Et donc, en fait, un enjeu devient matériel une fois, enfin, si jamais un impact est matériel, donc répond à certains critères qui font que c'est important. Et donc, ces critères sont définis par la CSRD. Et les risques et opportunités pour l'entreprise peuvent aussi rendre cet enjeu matériel. La grande différence avec la simple matérialité, c'est qu'avant, dans la simple matérialité, il fallait que ça réponde aux 2 critères pour être matériel. Avec la CSRD, si c'est matériel simplement par l'impact ou par les risques et opportunités, l'enjeu devient tout de même matériel. Pour vous montrer, je vous ai pris 2 exemples. Il y a un exemple qui va parler aux gens qui ont l'habitude de faire de la RSE. L'idée, hein, ça va être de potentiellement présenter et de prioriser les différents enjeux sur une matrice de matérialité avec donc à la fois la matérialité financière qui est liée aux risques et opportunités sur l'axe horizontal et la matérialité d'impact, donc l'impact de l'activité sur l'enjeu sur l'axe vertical. Donc ça, c'est une façon de le présenter, hein. Je vous ai mis l'exemple d'Orange qui a déjà aligné son rapport sur une partie des obligations de la CSRD. Et puis, je vous ai mis une autre façon de le présenter qui illustre bien ce que je vous ai dit sur le fait qu'un enjeu peut être matériel seulement du point de vue de l'impact ou seulement d'un point de vue
des risques et opportunités, c'est de se dire, voilà, j'ai certains enjeux qui vont être matériels des deux points de vue, et puis certains qui peuvent l'être que d'un point de vue, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants. Et puis ensuite vont venir les autres étapes qui vont vous permettre d'arriver jusqu'au rapport. Mais pourquoi j'ai fait le focus sur ces 2 étapes? Parce qu'elles sont très importantes. Pourquoi? Parce qu'en fonction des enjeux matériels, ça va définir quelles données vous allez devoir produire. Et c'est vrai que l'idée, c'est vraiment pas de se dire on va produire 1000 points de données, c'est de les prioriser par rapport à ce qui est important pour votre activité. Et donc, nous, dans nos accompagnements, on a quand même une étape qui est assez importante sur la sélection des données à produire. Pourquoi? Parce que dans les 1200 points de données, il y a des données qui sont obligatoires, mais des données qui sont aussi volontaires. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, jusqu'où vous voulez aller dans le reporting et potentiellement, vous pouvez publier des données volontaires sur certains sujets qui sont très importants pour vous, mais pas sur d'autres. Et puis, il y a aussi la réglementation qui vous permet de publier plus tard certaines données. Donc, si vous êtes une entreprise qui a moins de 750 collaborateurs et qui est soumise à l'obligation de reporting, vous pouvez avoir des délais de publication de 1 à 3 ans en fonction des sujets sur certains indicateurs. Donc, la question, ça va être, est-ce que vous fixez une ambition de les publier dès la première année ou pas? Et ça, vous resterez conforme à la réglementation en ne le faisant pas. Et il y a aussi des exemptions qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises. La principale étant de se dire, certaines données vont être assez difficiles à chiffrer, par exemple l'impact financier des risques et opportunités. Et donc, la réglementation donne un délai de 3 ans pour publier des données quantitatives, mais demande déjà de faire ce qu'on appelle des données qualitatives, donc une réflexion sur ces sujets-là et d'expliquer comment vous allez vous mettre en marche pour pouvoir publier des données quantitatives au moment de l'échéance. Donc en fait, finalement, cette 3e étape est très importante aussi parce que vous allez faire des choix par rapport à cette publication. L'idée étant de se dire, l'objectif, c'est pas de publier tous les indicateurs, pas forcément des indicateurs qui sont pas matures ou pas forcément correctement consolidés, mais vraiment de prioriser en fonction des sujets qui sont importants par rapport à votre activité. Ensuite, il va falloir passer à l'action et ça va être de se dire, voilà, ces sujets sont importants pour moi, donc je sais qu'il va falloir que je publie des trajectoires, donc que je me fixe des objectifs, que je définisse des moyens pour y arriver. Et toutes les entreprises n'ont pas des trajectoires sur l'ensemble des thématiques. Je prends par exemple la thématique de la biodiversité, qui est une thématique qui est assez nouvelle, et la plupart des entreprises aujourd'hui n'ont pas la même maturité que sur les sujets climatiques, par exemple. Et donc, l'idée, ça va être de se dire, voilà, dans l'étape 3, vous allez avoir priorisé, vous avez la possibilité de dire, voilà, aujourd'hui, moi, je n'ai pas traité ce sujet-là, mais je m'engage à le traiter dans 1, 2 ou 3 ans. Et donc, vous allez utiliser ce temps pour passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment sur la partie politique, trajectoire, donc où vous voulez aller sur chacun des sujets. Et aussi une partie indicateur, parce que évidemment, la CSRD, c'est pas que des indicateurs, mais ça reste quand même important, où là, vous allez devoir organiser la collecte et la consolidation des indicateurs. On parle ici des outils et des guides méthodologiques. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de solutions informatiques qui vous permettent d'organiser cette collecte et des guides méthodologiques. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est une nouveauté apportée par la CSRD. Vous allez devoir être capable de justifier auprès d'un auditeur l'ensemble des étapes du process, que ça soit dans la collecte des indicateurs, les méthodologies appliquées, mais aussi dans la définition de la matérialité des enjeux. Donc, c'est la traçabilité des décisions et des critères de décision est très importante dans une démarche réglementaire. Et vous voyez que cette étape de passer à l'action, nous, on l'estime à 6 à 18 mois parce qu'en fonction de votre maturité, de ce qui existe déjà dans l'entreprise, ça peut être plus ou moins long. Et vous en déduirez donc que notre conseil, en gros, si vous voulez, pour la plupart des entreprises, on leur conseille d'avoir au moins atteint la fin de l'étape 2, mais surtout, on leur recommande d'avoir commencé à entamer les sujets de l'étape 3 d'ici la fin de l'année, s'ils sont soumis à l'obligation réglementaire à partir de 2026 sur les données 2025, ce qui est le cas de la plupart des entreprises. Et puis, vous voyez qu'à la fin vient la dernière étape, donc, qui est construire et publier le rapport, mais on aborde ce sujet 1 an et demi à 2 ans après avoir commencé à aborder les premières étapes.
Finalement, ce rapport, c'est l'aboutissement, c'est le point d'orgue de tous les process qui sont arrivés avant, mais il peut difficilement arriver sans avoir fait toutes les étapes précédentes. Par rapport à ces étapes, il peut être intéressant d'impliquer vos parties prenantes, hein. L'idée, c'est de se dire, voilà, quels sont vos impacts, enfin les impacts de votre activité sur les parties prenantes. Donc, dans l'analyse du contexte, comme je vous disais, hein, d'identifier comment vous les impactez, quelles sont leurs attentes, comment vous pouvez les aider à répondre aux enjeux de durabilité. Donc, ça, c'est un bon moment pour ouvrir le dialogue avec les parties prenantes. Et puis aussi, quand vous passez à l'action, que ça soit sur la définition de plans d'action ou de trajectoires communes, pour vos différentes parties prenantes, que ce soit sur l'amont, donc sur les fournisseurs, ou sur l'aval, sur, par exemple, les clients ou les utilisateurs de vos produits ou services. Et puis, bah, aussi pour collecter les indicateurs que vous devez publier sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. On a parlé d'audit il y a quelques minutes. Notre approche, c'est de se dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur de l'audit et se dire qu'ils arrivent à la fin et qu'ils vont arriver comme un coup près en disant voilà, c'est bien ou c'est pas bien. On incite plutôt les organisations à travailler en collaboration avec leurs auditeurs et à les impliquer au plus tôt finalement dans leur process, dans la vérification déjà des enjeux qui ont été définis matériels. Il y a la possibilité dans un audit de faire ce qu'on appelle un audit préliminaire. Donc, ça va être un audit qui va être étalé sur un an, 2 ans. Et ils vont pouvoir commencer leur phase d'audit au moment où vous avez fini votre matrice de matérialité pour vous assurer que selon eux, finalement, les enjeux qui doivent être abordés et qui doivent être matériels le sont bien. S'il n'y a pas de trou dans la raquette dans votre méthodologie pour définir ces enjeux ou dans le résultat. Et puis, dans la mesure où potentiellement, vous n'allez pas être en mesure de produire l'ensemble des données qui vous permettraient d'être complètement conforme à la loi, au moment où vous prenez ces décisions, se dire, bah voilà, moi, sur ce sujet, je vais être transparent sur le fait que je n'ai pas traité et sur le fait que je vais le traiter, je vais m'engager là-dedans. Forcément, quand vous priorisez les sujets à traiter, ça peut être pas mal de consulter votre auditeur en se disant, voilà, ce sujet, je vais le traiter dans 3 ans. Est-ce qu'au regard de la matérialité et de la priorité de cet enjeu, vous êtes OK avec ça? L'idée étant de ne pas arriver à 2 mois de la publication, voire même 1 mois, parce que les audits arrivent des fois 1 mois avant la publication, et se rendre compte que vous avez raté un enjeu matériel ou que vous auriez dû prioriser un sujet, et ce qui n'a pas été fait. Donc l'idée, il ne faut pas oublier aussi que les auditeurs, c'est des exercices qui sont assez nouveaux pour eux. Les référentiels ne sont pas publiés. Donc en fait, il y a une certaine incertitude et il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit je sais comment il faut faire et je peux vous le garantir, il est très fort parce qu'aujourd'hui, voilà, on est tous dans l'incertitude, on fait tous des choix. Et l'idée, c'est d'essayer d'aligner ces choix entre les différents acteurs de votre processus pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et petit à petit, au fur et à mesure où les publications de rapports vont se multiplier, où les organismes d'audit vont commencer à structurer des guidelines d'audit, on va avoir plus de visibilité. Il faut être clair, les premiers reportings ne seront pas parfaits et c'est pas grave. Tout ça, c'est une démarche d'amélioration continue. Il ne faut pas se mettre une pression énorme par rapport à ça. Du coup, normalement, alors, une petite salle de questions parce que C'est j'ai bon. beaucoup parlé, donc c'est à vous maintenant. Hop, du coup, je lance la prochaine question. Parfait. Hop, je vais voir dans les commentaires si c'est OK pour tout le monde. Ça répond, ça répond. Une réponse. Je Ah, sais pour pas si l'instant. tout le monde Oui. voit les questions. Hop, c'est bon. Donc là, pour l'instant, on a 2 réponses. Une personne qui n'a pas forcément lancé le projet et une personne qui est à la première étape d'analyse du contexte.
On est à 5 réponses. Je pense que tu peux lancer la prochaine question. Ok. On se rend compte, hein, et ça, évidemment, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on constate globalement dans les organisations, hein. Beaucoup d'organisations lancent le projet à la rentrée, voire même ne l'ont pas encore lancé. Donc, l'idée, hein, les recommandations qu'on vous donne, c'est pour être dans un rythme optimal. Après, évidemment, il y a la réalité aussi qui peut être un peu différente. Donc là, la prochaine question, c'est de se demander finalement, est-ce que voilà, vous allez impliquer vos parties prenantes ou est-ce que vous avez été impliqué en tant que partie prenante? Parce que dans ce process, vous pouvez avoir les deux rôles. Et autant ça peut être une opportunité pour les entreprises soumises de pouvoir communiquer avec ces parties prenantes, mais à l'inverse, ça peut aussi être l'occasion de faire passer des messages ou d'ouvrir le dialogue avec vos donneurs d'ordre, par exemple, si vous êtes invité à des panels de parties prenantes. Donc, ça peut être une opportunité que vous ayez soumis ou non. On voit que les parties prenantes vont surtout être impliquées dans la collecte d'infos et que certains ont déjà été impliqués en tant que partie prenante. Moi, je peux te laisser mettre la prochaine question. Ouais, ça marche. Hop. Bon, par contre, je vois que vous ne sentez pas de pression, donc finalement, ça va. Puis là, maintenant, on va parler un peu plus de votre ressenti. Et ça va surtout s'appliquer aux entreprises qui sont soumises. Pour celles qui ne sont pas soumises, vous avez la dernière réponse qui est disponible pour vous. Bah, du coup, avant cette slide, on se rend compte qu'il y a quand même la moitié des gens qui avaient l'impression d'être en retard. Et du coup, si on pousse la question suivante, on va pouvoir voir finalement si, j'espère que ce n'est pas le cas, que je ne vous ai pas inquiété. Ça n'a pas trop changé. En même temps, c'est normal, on avait 4 réponses sur ces sujets-là. Ah, dans les temps. Bon, voilà, c'est nickel. On a rassuré quelqu'un, c'est top. Ah non, il était déjà dans les temps. C'est bon. Donc en fait, l'idée, hein, là, c'est vraiment de se dire plutôt, voilà, quel est le planning optimal. Et finalement, c'est aussi de se confronter à la réalité et que dans les projets d'entreprise, on se dit toujours, voilà, idéalement, il faudrait faire ça. Mais on est aussi capable de faire plus rapidement. Ça va dépendre, voilà, des moyens que vous allez mettre en place et potentiellement de l'ambition que vous allez donner à ce premier rapport, qui doit quand même être vu comme un sujet d'amélioration continue. Ce que je vous propose, parce qu'il reste 10 minutes, et l'idée, c'est quand même de laisser un petit temps pour les questions, si vous en avez, c'est finalement de se poser la question des bénéfices de toutes les méthodologies dont on a parlé juste avant pour l'ensemble des organisations. À la fois pour les organisations qui sont soumises et qui n'ont pas envie de voir cet exercice comme un simple exercice de reporting qui va être fait une fois par an et qui ne va pas impacter l'organisation à d'autres moments, mais aussi pour les entreprises qui ne sont pas soumises et qui pourraient se dire, bah, tiens, ces méthodologies peuvent être intéressantes pour moi et comment elles peuvent l'être. Donc, si on reprend les différentes étapes, finalement, nous, ce qu'on a constaté en travaillant les modèles d'affaires avec nos différents clients, c'est que ça permet de se reposer sur c'est quoi mon activité et même des fois, quelle est mon offre, donc quelles sont mes lignes directrices et quels sont les indicateurs que je suis. Parce que dans ce modèle d'affaires, on va se dire, bah voilà, c'est quoi votre activité? Quel pourcentage de chiffre d'affaires représente chacune des activités? Quelles sont les dépendances qui sont liées à ça? Et donc, finalement, quels sont les risques, enfin, quelle partie de votre business est en risque? Et on se rend compte que ça permet à la fois de se re-questionner sur, par exemple, la partie marketing stratégique, comment je structure mon offre, mais aussi comment j'aligne les indicateurs de suivi avec cette structuration, parce qu'on doit être capable d'avoir une analytique qui permet de dire, voilà, cette partie de mon offre correspond à tant de pourcents de mon chiffre d'affaires. Et on se rend compte que quand on veut rapprocher les deux données, c'est pas toujours évident et c'est pas forcément fait à l'intérieur de l'entreprise.
C'est aussi un super support de projection stratégique. Si vous êtes dans un exercice de définition de votre stratégie à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, finalement, l'idée, c'est de se dire que ce modèle d'affaires, ça va être une photo de votre entreprise aujourd'hui. Vos risques, opportunités, impacts vont vous permettre de se dire, bah voilà, quelles sont les évolutions qui vont me toucher d'ici l'orientation de votre plan stratégique. Et pourquoi pas se dire que vous pouvez mener cet exercice en dynamique en disant, bah voilà, aujourd'hui, quelle est ma photo et à quoi je veux ressembler dans 20 ans. Ce qui va vous permettre ensuite, après ce qui va vous servir de vision et de définir les moyens pour y arriver. Et puis, comme on en parlait juste avant, c'est aussi l'occasion de rouvrir le dialogue avec vos parties prenantes sur ces différents enjeux. Concernant l'analyse de matérialité et des sujets stratégiques, vraiment, notre position, nous, c'est plutôt de se dire que l'enjeu, c'est pas de répondre à une obligation de reporting, mais plutôt de pérenniser votre modèle économique en anticipant les différentes évolutions du monde, des attentes de vos parties prenantes, les risques et opportunités qui sont liés à vos dépendances, à votre capacité à aider les acteurs de votre chaîne de valeur à répondre à leurs propres enjeux. Et finalement, ça va être une façon d'identifier les risques, mais aussi les opportunités et d'innover. L'idée, c'est pas juste de faire le constat de mon Dieu, on est en risque, mais c'est surtout de se dire voilà, comment on va faire en sorte que malgré ces risques, malgré les évolutions qui vont arriver, quoi qu'il arrive, qu'on se pose la question ou non, comment je peux anticiper ça? Et potentiellement, il y a des entreprises qui sont assez connues sur la place. Qui se sont dit, bah voilà, aujourd'hui, cette activité représente 40% de mon business, mais elle est clairement pas tenable dans le long terme. Donc, comment je fais en sorte pour que dans 20, 30 ans, cette activité qui sera plus tenable, elle ait été remplacée par d'autres activités qui vont plus répondre aux enjeux de demain. Et puis, c'est aussi une façon de prioriser ces actions RSE. Hein. L'idée, on n'a jamais assez de moyens pour adresser tous les sujets. Et finalement, en se posant les questions sur voilà, qu'est-ce que j'impacte et qu'est-ce qui m'impacterait, ça va être de mettre les moyens qu'on a et de les prioriser sur les choses qui peuvent le plus impacter l'organisation. L'obligation de projeter des trajectoires finalement et des indicateurs, ça va vous permettre de prévoir et d'anticiper des changements qui prennent du temps. Quand vous avez une activité qui représente 40% de votre business, concrètement, vous n'allez pas la remplacer en 2 ans. Et finalement, cette idée de se projeter à court, moyen, long terme, ça va vous permettre de vous dire, bah, voilà, quels sont les sujets que je vais traiter et dans quel ordre, et d'anticiper les changements et les moyens dont vous allez avoir besoin pour pouvoir y arriver. Ça va vous permettre de suivre la performance de l'entreprise, mais pas au sens seulement économique, mais au sens de performance globale et de justifier de son impact. Aujourd'hui, on va chercher à avoir des indicateurs pour prouver que ce qu'on dit est vrai. Et d'avoir cette structuration de la donnée en interne, ça va vous aider là-dedans. Et on se rend compte aussi que finalement, il y a beaucoup d'indicateurs à produire et notre recommandation, et la recommandation de tout le monde, c'est plutôt d'automatiser les calculs des indicateurs grâce à des outils existants ou à construire pour garder du temps afin de définir des trajectoires, mettre en place des actions. Et donc finalement, ça va amener à avoir une autre logique de la gestion de la donnée dans l'entreprise et de plus s'appuyer sur des systèmes d'information et de l'automatisation. Parce que sinon, une personne peut passer son année juste sur les données sociales, par exemple. Et c'est pas forcément l'objectif. Et enfin, globalement, on se rend compte que dans la mesure où l'entité qui doit produire le rapport est l'entité consolidatrice au sens des comptes, donc souvent la holding qui détient plusieurs filiales quand c'est le cas, et ben, mener ce projet, ça permet d'identifier les communs, de mener un projet avec l'ensemble des filiales du groupe qui ne se parlent pas forcément potentiellement sur des sujets business, puisqu'ils n'ont pas forcément les mêmes activités. Donc ça permet d'avoir voilà, cette identité commune et aussi d'impliquer de nouveaux acteurs dans la démarche RSE. L'obligation réglementaire amène à impliquer la gouvernance dans les questions de durabilité. Les conseils d'administration sont censés se poser la question. Donc, c'est des sujets qui vont être de plus en plus questionnés par les plus hautes instances de gouvernance. L'IT pour la gestion de la donnée et la finance, qui est le nouvel acteur, parce que concrètement, hein, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de parties, enfin, il y a de moins en moins d'entreprises, ou en tout cas de responsables RSE, qui considèrent que ce sujet devrait être le leur, mais devrait être celui de toute l'entreprise, voire même celui de la finance, être piloté par la finance.
Et puis, en externe, ça peut potentiellement vous permettre d'accéder à de nouveaux financements si vous répondez aux critères verts, hein. Concrètement, il va y avoir des fonds qui vont être dédiés aux activités vertes, de vous différencier auprès de vos différentes parties prenantes et puis de crédibiliser la démarche et de sécuriser la communication au sens du greenwashing, parce que forcément, en ayant des indicateurs, vous allez pouvoir prouver votre impact. Et donc, pour finir, il y avait 2 petites questions. Après, il reste plus grand monde. Alors, je sais pas si on Oui. vous pose des questions ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en parallèle dans le chat. Hop, donc elle est lancée. Ou peut-être à prendre la parole directement en activant Oui. votre micro, ce sera peut-être plus simple, plus rapide. N'hésitez pas. Je suis contente, je vois que j'ai réussi à vous montrer que ça pouvait vous servir à quelque chose en dehors de faire un rapport très long. Donc, très bien. Et ben, merci à vous et puis bon appétit. Merci beaucoup Alexandra, merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.